Bonjour à tous, ici Pharos Sadius. Donc voilà, c'est bon, après à peu près 8 à 9 heures de jeu, j'ai clôturé ce DLC. Je l'ai terminé à peu près à, je dirais, 60-70%. Il reste vraiment plus grand chose à faire, le reste c'est du contenu qui est vachement minable, c'est juste de la répétition. Donc la répétition je veux dire. Donc ça c'est pas le problème. Donc ce que je vais faire c'est que je vais pas spoiler le décor et autres, je vais retourner simplement en Angleterre, je vais faire comme la musique, comme la fameuse vidéo qui a duré à peu près 1h30 avec une guerre des petits vampires où on a parlé de ce qui n'allait pas avec la communauté. Et nous allons donc parler du siège de Paris, du DLC en lui-même, en plusieurs parties. Donc déjà on va parler du monde ouvert. Après, on va parler d'une phase de Dead Cash parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs, notamment assez central et assez expérience, qui ont dit leur avis dessus et je vais leur expliquer de pourquoi je suis absolument pas d'accord. On va après parler de qu'est-ce qu'on a aimé et qu'est-ce qu'on n'a pas aimé. Et on va après parler de l'histoire en général du DLC. Pour m'accompagner, je suis accompagné de Foka, Salut. Ouais, je suis pas Bledon, ou pas. Ou Ouais, pas. surtout pas Bledon. Ouais. Et globalement, c'est justement une personne, un grand fan d'Assassin's Creed comme moi. Ça nous change un peu de Utgard et de petits vampires au passage. Et on va donc se retrouver pour discuter de cette fameuse histoire. Alors déjà, pour commencer, on va parler du monde ouvert. Donc je vais d'abord commencer. Le monde ouvert de Valhalla a apporté une nouvelle nouveauté au final, qui est le système de rébellion. Donc en fait, c'est simple. Vous avez un homme qui s'appelle Pierre qui va vous donner des quêtes. Il va vous donner des quêtes, et ce sont des quêtes FedEx. Et ces quêtes FedEx, en fait, au fur et à mesure que vous les faites, vous obtenez une ressource. Cette ressource que je vais appeler point de rébellion parce que j'ai pas retenu le nom. Et elle vous permettra d'acheter du matériel, donc notamment des runes hybrides, nouveauté du DLC, ou vous permettra aussi d'acheter le set du moissonneur, ou encore d'autres trucs fort sympathiques. Ça, c'est ce qu'apporte comme nouveauté Valhalla pour le monde ouvert. Je ne crois pas qu'il y a d'autres nouveautés, à part, oui, alors c'est techniquement une nouveauté, mais des clés à récupérer pour accéder à un fameux tombeau assassin. Mais voilà, ça change pas trop réellement du jeu de base, à part que cette fois il y a un ultime tombeau assassin et des petits tombeaux. Voilà. Bon, mon cher Voka, qu'est-ce que tu as pensé en attendant du monde ouvert? Est-ce que tu as vu une nouveauté marquante à part ça? Alors, de ce que j'ai pu remarquer dans la totalité de cette map, c'est qu'elle est relativement petite par rapport à l'Irlande. Elle fait grosso merdo 3 km sur 5, grosso merdo. Et le décor est pas si varié. On n'a pas l'impression d'avoir quitté l'Angleterre. Alors certes, il y a des ruines romaines, mais ouais, c'est l'Angleterre, c'est pareil qu'en Angleterre. Alors, et pareil pour les unités, il y a certes une différence de sprite, mais ça reste les mêmes unités, avec un casque différent. Grosso merdo, on a l'impression de voir les unités d'Angleterre avec un casque de conquistador espagnol. Alors, même si effectivement ça c'est un petit peu vrai, et je vais en parler maintenant, même si je pensais parler de ce sujet sur ce que je n'ai pas aimé. Le monde ouvert et le roster de l'armée franque est extrêmement pauvre. Je vais rejoindre vos cas. Les unités franques sont exactement les mêmes que les unités saxonnes, à la différence qu'ils ont un casque de soldat palatin, cette espèce de fameux casque qu'on a pu voir. Moi, ce que je regrette beaucoup, et je vais le dire maintenant, l'armure carolingienne qu'on obtient avec Amazon Prime, pourquoi ils n'ont pas donné le skin de cette armure aux soldats francs pour au moins varier du simple casque palatin, de mélanger justement les deux types d'unités pour au moins faire quelque chose de varié. Parce que là, c'est... Alors après, je suspecte, parce que j'ai lu un peu ça sur internet, qu'apparemment les soldats français, contrairement aux saxons, ont des tenues qui sont historiques. Et de nouveau, ça décontraste avec le reste du jeu qui est romancé, ce qui fait que ça donne un design que c'est pauvre. Et qu'est-ce que j'avais dit dans une vidéo il y a plusieurs mois en arrière? Valhalla a pris la carte du romancé
parce que si il ne serait pas romancé, il serait extrêmement pauvre en termes de roster. Et regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont voulu jouer la carte de l'historique dans Valhalla avec les soldats francs, et au final, eh ben, les soldats francs, ils n'ont aucune différence avec les soldats anglais. Ce qui fait que ça confirme ce que j'avais dit il y a plusieurs mois en arrière, qu'ils auraient dû rester dans le full romancé. Surtout pour prouver qu'ils n'ont pas fait d'effort, les soldats francs ont exactement la même nomination que les soldats anglo-saxons. Ça veut dire que si vous tombez sur un capitaine de la garde franc, on va appeler ça un yeoman, qui est tout simplement la traduction de l'homme d'armes cliché de l'Angleterre, ou carrément le guerrier. C'est même pas un nom franc, c'est un putain de nom allemand. Voilà, il y a vraiment un très mauvais travail qui a été fait là-dessus, et moi j'ai été déçu. Là, j'ai été déçu sur ce point. Voilà. Autre chose à dire sur le monde ouvert, ou on peut passer à la suite? Hormis le fait que le monde reste quand même très beau, mine de rien que la cité principale Paris est bien travaillée, les cités annexes, genre on va pas trop spoiler, mais Melun, c'est pas grand chose. Ça reste des toutes petites villes, et c'est extrêmement perturbant de voir comme ça. Alors moi, ce que j'ai trouvé perturbant, pour parler vite fait des villes, il y a environ, si je fais le calcul vite fait, il y a environ 4 villes importantes, dont Paris et Melun, les deux autres. Alors c'est simple, il y en a une, j'ai déjà même plus retenu son nom, pour dire. En fait, vous y allez très peu de fois au final. Vous y allez très peu de fois en termes de quête principale. Je dirais que les autres villes importantes de Wrath of the Druid, on y allait quand même plus souvent que dans le DLC là pour ces fameuses villes. Alors autant t'as certaines villes où je trouve qu'elles sont bien travaillées, notamment la ville qui est à peu près tout au nord de la map, je crois que c'est au nord-est, il me semble. Il y a la ville là-bas, elle est assez bien faite, parce qu'on a vraiment ce sentiment d'être dans une espèce de ville romaine avec beaucoup de parcours. Ça fait plaisir. D'ailleurs, Paris aussi a pas mal de parcours, mais au final, du parcours au détriment du contenu. Ça, c'est un autre problème. Parce que oui, on a le retour du bon vieux parcours comme on l'avait dans les vieux AC, mais au détriment qu'on a beaucoup moins de contenu à faire, donc parcours inutile. Et surtout qu'il n'y a pas une réelle utilité à ce parcours au final. Voilà, il n'y a pas une réelle utilité à ce parcours, peut-être pour les black box. Il y a certaines black box, notamment la première, qui est pour moi, autant vous dire, ceux qui ont vu ma vidéo le savent, mais j'ai hurlé à la fin de la black box parce que je la trouvais géniale. Par contre, quand j'ai fait les autres black box, alors déjà, je vais être honnête, il y a des fausses black box. Ça veut dire que je vous citerai pas combien, je vous citerai pas laquelle c'est, mais il y a une ou deux black box sur toutes les black box où au final il n'y a pas de réel choix au final. Il n'y a qu'une seule conséquence de fin et une autre black box où peu importe vos choix, la cible survit. C'est tout ce que je dirais. Je ne spoilerai pas plus, mais j'ai vachement été déçu. Donc au final il n'y a que 2 véritables black box sur les 4. Je vous dis quand même qu'il y en a 4. C'est pas incroyable. C'est pas incroyable parce que la deuxième black box, justement, elle était pas fou. Si vous vous rappelez, la première black box, je l'ai fait en 1 demi-heure 40 minutes. La deuxième black box, j'ai dû la faire en 15 minutes. C'est beaucoup moins bien travaillé et ça de nouveau, on a vraiment ce sentiment. Alors après, c'est cool. Hein. En vrai, c'est cool. C'est cool parce que si ils remettent ces black box, imaginons Assassin's Creed Three Kingdoms, mon fantasme depuis des années, s'ils le mettent ça, moi je dis GG, moi je dis génial, c'est excellent. Ou s'ils le mettent dans les prochains DLC, moi je dis ok, on signe où, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que dans le siège de Paris, ces black box au final n'ont pas une réelle utilité et elles narrent pas énormément la narration. Voilà. On va pas aller plus loin par rapport aux black box. Un autre truc à dire sur le monde ouvert ou on a déjà fait le tour? Je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, nous allons arriver à une petite phase de débunkage, parce que j'ai vu beaucoup de youtubeurs qui ont dit pas mal de choses qui, pour moi, me paraissent insensées. Notamment que Eivor a évolué, ou que les assassins
ne sont pas présents et c'est scandaleux, ou que le pseudo-ordre des anciens qui est présent fait pas le figure et ne sert à rien, ou encore que le siège de Paris ne dure pas 5 minutes comme ceux de Bâle. Donc on va revenir petit à petit. Déjà pour commencer, la sagesse d'Eivor. Alors déjà pour commencer, ça c'est une grosse erreur que fait beaucoup de gens. Eivor dans ce DLC n'évolue pas. Ce n'est pas un personnage qui évolue, pour la simple et bonne raison que Eivor a toujours été une personne, parce que je vais tenter de l'appeler au féminin même si je joue un perso masculin, ça a toujours été un personnage qui évite le conflit en fait. Je veux dire, le conflit avec Burgred, Eivor aurait très bien pu tuer Burgred, mais elle l'a pas fait. Eivor peut justement épargner Léofric. Ah, je sais pas si tu te rappelles de Léofric. Ouais. Tu pouvais épargner Léofric et donc c'est donc une preuve que Eivor essaye quand même la diplomatie. Tu as toute la série de quêtes du Shiro Spire où tu peux convaincre Ivar d'arrêter sa folie et d'arrêter les conflits. Et au final, si Eivor aide Ivar à tuer le roi, c'est parce que Eivor est poussé par la vengeance, parce qu'il a perdu une personne chère à ses yeux. C'est tout. Globalement, c'est ça. Eivor cherche le combat que quand il n'a pas le choix ou que quand il est poussé par la vengeance. C'est tout. Et forcément qu'il n'est pas poussé par la vengeance dans le siège de Paris, vu qu'il ne connaît personne. Il ne peut pas être poussé par la vengeance. C'est comme dans Wrath of the Druid. La fin de Wrath of the Druid, je ne spoilerai pas, mais la fin de Wrath of the Druid, elle est extrêmement pacifique. Où c'est justement Eivor qui essaye de raisonner les personnages par la diplomatie et qui essaie d'éviter majoritairement le conflit. Donc non, le Eivor Varins de Tyr n'a jamais été un bourrin viking comme les Ivar. Et ça, c'est une grosse erreur que fait la communauté, malheureusement. Et je ne comprends pas comment ils peuvent considérer Eivor comme un simple bourrin. À croire qu'ils n'ont pas fait le jeu. Ou qu'ils ont juste voulu bourriner comme des gros tarés, et puis voilà. Voilà. Après, ça, c'est leur faute. Non, parce que en comparaison, si Eivor est un bourrin, Connor l'est 10 fois plus. Parce que Connor, dans le jeu de base, enfin même pas dans le jeu de base, Connor en général ne cherche pas la pacification et cherche à tuer peu importe quand il n'a pas le choix. Et d'ailleurs, je dirais pas grand chose, mais si Eivor aurait été n'importe quel assassin, le DLC aurait duré 1 heure. Pour la simple bonne raison que la première fois que Eivor aurait rencontré Charles le Gros, si ça aurait été un assassin, il l'aurait tué tout de suite. Parce que les assassins profitent de toutes les occasions pour tuer leur cible, peu importe les coups que ça génère. Voilà. Donc bon. Deuxième phase de débunkage, la présence des assassins dans le DLC. Alors, forcément, beaucoup de youtubeurs l'ont dit, donc je vais aussi un peu le dire. Les assassins, ils sont pas présents dans le DLC. Ils sont quand même présents dans une certaine forme, mais je dirais pas comment. Mais voilà, de nouveau, leur manque de présence, elle est simple à comprendre. C'est parce qu'ils ont été massacrés. Ils ont été massacrés, et ça on le sait depuis le jeu de base. Basim et Itam ont été envoyés en Europe, notamment en Angleterre, pour recréer une base solide pour la confrérie en Europe, parce qu'elle n'existe plus. Surtout que c'est sous-entendu dans Assassin's Creed 2 que la confrérie est en point mort en Italie depuis la chute de l'Empire romain. Donc voilà, la confrérie est en point mort en général depuis la chute de l'Empire romain partout en Europe. Donc que les gens ça choque que les assassins sont très peu présents dans ce DLC, c'est normal. Et de nouveau, si les assassins sont pas présents, c'est pour une deuxième raison. Parce que ce DLC, c'est sur l'histoire d'Eivor, c'est pas sur l'histoire des assassins. Quand on me dit le siège de Paris, est-ce qu'on s'attend à des assassins? Non. Non, absolument pas. C'est le siège de Paris, c'est pas le siège des Templiers. Et ça, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui font cette erreur. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter là-dessus? Ouais, moi ce que je rajouterais, c'est que sans spoiler, hein, on parle dans ce DLC d'un autre secteur qui pourrait peut-être être en rapport avec un futur DLC. Ça, c'est que spéculation de ma part.
et ça pourrait donner un truc assez marrant. Voilà, je pense. Avoir le futur. Parce que vu que le DLC il est sorti, moi je dis un mois ou deux. Dans un mois ou deux, je pense qu'ils vont commencer à parler des DLC de l'année prochaine. Moi je pense que j'en suis sûr. Et maintenant on va parler donc des deux derniers problèmes. Le fameux pseudo-ordre des anciens qui est de retour dans ce DLC. Alors déjà pour commencer, je vais vous le dire cash, je n'ai aucune idée si c'est un ordre des anciens ou pas. Clairement, j'ai été fouiller leurs repères, j'ai rien trouvé d'intéressant sur eux, je continue à fouiller leurs repères après avoir terminé le DLC, je continue à fouiller leurs repères au cas où j'ai mal fouillé, je ne trouve aucune information sur eux. Je trouve vraiment zéro information et je me pose véritablement la question si c'est un ordre des anciens ou pas. Et de secondo, j'en profite pour parler d'un autre problème. Vu que dans le jeu de base, tu avais la traque de l'ordre des anciens et que dans Breath of the Wild, tu avais la traque des enfants de Danu, vu que dans ce DLC, tu n'as pas la traque de ce fameux ordre, et ben l'ordre est réduit à très peu de personnes, donc tu as plus l'impression que tu affrontes une bande qui casse les couilles qu'un véritable ordre dangereux qui menace toute la Francie. Voilà. A noter qu'ils sont très secondaires dans le scénario, et pour moi, je pense qu'ils ont surtout été là pour juste faire plaisir aux fans, aux puristes, mais qu'en l'occurrence, si Ubisoft les aurait pas mis, je vais pas vous mentir. Le fameux ordre, vous retirez toutes les scènes avec l'ordre, tout ce que vous faites, c'est raccourcir la quête principale, mais ça ne change rien à l'impact du scénario. Ils auraient très bien pu ne pas les mettre. Et ça ne laisse même pas de trou dans le scénar. Et c'est ça le pire. Là où justement il y a un sous-entendu, parce que vers la fin il y a un membre de l'ordre qui fait on va se venger pour ce que t'as fait, mais voilà, un sous-entendu que comme quoi ils vont revenir. Mais bon, pour ça il faudrait déjà qu'on ait une suite historique, parce qu'apparemment l'année 2 va être full mythologie. Je doute qu'on va les revoir dans l'année 2. On verra bien. Ouais. Donc, on verra bien, mais bon, ça, je suis pas sûr. Même si je pense que ça aurait pu être mieux développé, et même sur une idée que moi j'aurais eu si j'avais été game designer, c'est que en fait ce soit un second ordre des anciens qui soit confronté à l'autre ordre des anciens plus les assassins. Ça aurait pu être marrant. Mais bon. Ouais, une division. Moi, de mon point de vue, hein, c'est mon point de vue. Dans le jeu de base, on apprend que les survivants de l'ordre des anciens se sont réfugiés en Irlande et en France. Sauf qu'on n'a jamais vu l'ordre des anciens en Francie ni en Irlande. Alors de mon point de vue, elle est simple. Les païens se sont réfugiés en Irlande et ont rejoint la secte de Danu, vu qu'ils ont perdu le prestige justement de l'ordre. Ils ont tenté donc de suivre un autre ordre qui avait une voie similaire. Et les chrétiens ont rejoint le fameux ordre de Francie, qui n'a strictement rien à voir, parce que c'est une cause qui est similaire. Mais de nouveau, c'est pas pareil, parce que l'ordre en question, c'est pas un ordre qui veut du contrôle. Hein. Ça, je vous le dis direct, vous regardez ce qu'ils font, ça n'a strictement rien à voir avec les Templiers. Hein. Rien à voir avec l'ordre des Anciens. Pour moi, c'était juste des fous alliés qui aimaient bien torturer des gens, hein, c'est tout. Ah, c'est plus une grosse secte religieuse fanatique qu'un véritable ennemi. Voilà, c'est ça. Et ils sont surtout là pour donner du cachet au jeu, même si j'aurais bien aimé qu'ils aient leur propre garde, un peu comme le Cultus Cosmos, ça aurait permis au moins de proposer quelque chose d'original. Mais bon, on revient donc maintenant à la dernière phase de déblocage. Le siège de Paris n'est pas un vulgaire siège de 5 minutes comme le jeu de base. Alors déjà, pour commencer, les sièges dans le jeu de base ne durent pas 5 minutes. Hein. Ils durent à peu près une demi-heure, voire 20 minutes. Et il peut durer jusqu'à presque 1 heure si vous vous amusez à tuer tous les ennemis d'un fort. Et ben là, je vais être cash, le siège, dans le siège de Paris, m'a duré 1h15. Je vous dirai pas pourquoi, je vous dirai juste qu'il y a plusieurs phases dans ce siège, que les phases, il y en a pour tous les goûts, pour ceux qui aiment être bourrins, pour ceux qui aiment être furtifs, il y en a vraiment pour tous les goûts, mais moi j'ai vraiment beaucoup de peine avec le siège en lui-même, et je l'ai trouvé beaucoup trop court. Voilà. Et je pense même qu'on pourrait dire sans spoiler qu'il était assez cheap.
il était quand même vachement cheap à côté du siège du South X ou même du siège de Costo. La musique que vous entendez en fond là par exemple, cette musique a été utilisée pour le siège du South X et le siège de Costo. Et ça a rendu le siège incroyable. Et je n'ai pas eu cette impression que la musique du siège était impressionnante. J'ai vraiment l'impression que c'était cheap, qu'il y avait très peu de musique. Voilà, franchement, j'ai vraiment eu... J'en ai vu des sièges cheap dans ma vie. Hein. Le siège de Port-Réal dans Game of Thrones la saison 8 était aussi très cheap. Bah là, on va dire que c'est un peu du même level. Comme je disais en off, c'est prendre le siège de Paris dans la série Viking et la transformer en version vietnamienne low cost. Ouais, c'est un peu extrême ce que dit Voka, mais c'est un peu ça quoi. Je dirais, ouais. En fait, je vais pas dire que c'est le plus mauvais siège du jeu. Ce serait un peu extrême, mais c'est clairement pas l'un des meilleurs. Après, en soi, là ça va être une comparaison un peu bizarre, mais si tu compares aux assauts que t'avais dans Assassin's Creed 3, t'as beaucoup moins de fun, je trouve. Et pour comparer à une autre scène qui, moi, m'a marqué à une époque, c'est la fuite de Lisbonne dans Assassin's Creed Rogue. Ouais, non mais voilà, c'est... Et encore, si on compare ça, c'est voilà. Moi, je compare avec juste Valhalla parce que déjà, c'est un peu dur de comparer avec le reste. Mais oui, les batailles, les rares batailles qu'on a fait dans AC3, les rares batailles qu'on a fait dans Black Flag, ou même n'importe quelle bataille de Odyssey, pour moi, avait largement plus d'épicness que le siège de Paris. En termes d'émotionnel, ça manque, je pense. Ouais. Ça manque. Alors, pas mal. Quand ils auront patché, parce que le jeu il souffre de pas mal de problèmes de dialogue, par exemple Eivor qui parle 4 fois plus fort que les autres PNJ, la musique est un peu basse, alors peut-être que d'ici quelques semaines ce sera corrigé, les problèmes de son seront corrigés, et peut-être qu'il y avait une musique épique qui manquait, qui va au moins essayer de rattraper le tout, mais bon ça m'étonne. Donc voilà, ça c'est la fin de la phase Double Cage, comme ça vous êtes au courant. Pour ce qui est maintenant nous allons donc maintenant arriver aux points les plus importants. Qu'est-ce que j'ai aimé dans le DLC et qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Donc déjà pour commencer, je vais d'abord dire ce que j'ai aimé, après je vais laisser à Voka dire ce qu'il a aimé. J'ai beaucoup aimé le fait que le DLC propose pas mal d'armes, et ça fait plaisir justement. Le DLC propose quand même, je dirais pas plus d'armes que Wrath of the Druid, mais au moins autant d'armes que Wrath of the Druid, mais en moins varié. Là où Wrath of the Druid vous avez presque une arme de chaque, là vous avez au moins pas mal d'épées et pas mal de faux, mais c'est un petit peu tout. J'ai beaucoup aimé qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai beaucoup aimé les décors des cités romaines, elles étaient vraiment très jolies, et ça m'a fait vraiment plaisir de me balader dedans, même si c'était un petit peu... il n'y avait vraiment rien à faire en fait. Ils ont même pas mis des joueurs d'horloge quoi. Ils auraient pu au moins essayer de mettre des joueurs d'horloge, ou au moins mettre des... comment on appelle ça? Des buveurs de bière, mais à la place de la bière, et ben c'est du vin épicé, ou la fameuse course de cochon, ou le lancer de fromage dans n'importe quelle ville. Ils auraient pu mettre ça, ils ont rien mis. Les villes, c'est mort quoi. C'est un peu mort, donc ce qui fait que il n'y a pas beaucoup de points positifs. Parce que la majorité des points positifs c'est sur l'histoire, et je dirai pourquoi après. Les compétences, je ne dirais pas comment elles sont, mais elles sont géniales. Par contre, les compétences, c'est simple. Ouais. Comme Wrath of the Druid, il y en a 3. 2 sur 3 sont géniales, et la troisième, chaque fois que je l'utilise, elle fonctionne pas. Donc, soit c'est un bug, ou soit je vise mal, simplement. Voilà. C'est tout pour ce que j'ai aimé. Donc, à part le scénario, qu'est-ce que tu as aimé, Voka? Alors, pour moi, les compétences 2 des 3, comme tu dis, pour moi, elles sont excellentes. Surtout une qui te permet d'un peu niquer le jeu. Enfin, même si la deuxième aussi d'ailleurs, mais après, l'histoire est très belle. Enfin, le scénario est bien amené. Je pense qu'il y a quand même une réflexion sur certains points de l'histoire de France, notamment le fanatisme religieux et la folie. Ouais, j'en reviendrai sur le point de vue histoire pour expliquer ça en détail.
Après, hormis le scénario, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'extrêmement particulier qui mériterait une forte sympathie pour moi. Pourtant, je suis un grand fan de la saga, mais je vois pas de gros points qui permettent de beaucoup apprécier ce DLC autrement. Voilà. Bon, pour moi, le principal force de son DLC, c'est juste le scénar. C'est ça le plus gros défaut. C'est pour ça que je mets le scénario en dernier point. Parce que là où en fait on est à peu près dans la même situation que Cyberpunk pour comparer. Où en fait c'est Cyberpunk qui porte son scénar selon moi. Là c'est à peu près pareil. Le siège de Paris, c'est vraiment le scénario qui porte en fait le DLC. Mais j'en reviendrai après. Donc maintenant on va parler du dernier point avant de parler de l'histoire. Qu'est-ce qu'on n'a pas aimé ? Alors en vérité, je crois qu'on n'a pas énormément de choses à dire parce qu'on a déjà tout dit en fait. On a déjà tout dit. Le roster par rapport aux francs, on l'a déjà dit. Le fait que les villes n'ont pas grand chose à faire, on l'a déjà dit. Le fait que les maps en fonction des régions, on l'a pas dit. Ce qu'on peut rajouter, c'est que, comme vous l'avez remarqué, je l'ai fait en 9 heures. La colère des druides, je l'ai fait en 23. Pour à peu près le même taux de contenu. Et pour comparer, moi je l'ai fait en 4h30 à peu près. Et il n'est pas rushé. Et je pense aussi... Tu l'avais pas fait en 6-7 heures avec la mission des rebelles et autres ? Oui, enfin si on compte les rebelles, oui, mais si on l'exclut, ça fait 4h30 vraiment. Ah bah si on compte la quête principale, j'ai dû la faire en 5-6 heures aussi, donc c'est pour dire. Après, le système des rebelles est bien pensé, mais le problème, c'est que les quêtes sont tout le temps au même endroit. Et le problème, c'est que ça sert à rien. En fait, tu fais littéralement le FedEx entre le même point A et point B. C'est que ça sert à rien, surtout. Imagine justement si ces rebelles nous auraient accompagnés au siège. Oui, ça aurait été beaucoup plus intéressant, ça aurait eu plus d'influence. En fonction de comment tu les as équipés, le siège aurait été plus facile. Là, ils ne servent à rien. Ces rebelles ne servent à rien et c'est juste du contenu FedEx. Et au final, voilà, tu te demandes vraiment pourquoi tu aides ces rebelles à se révolter contre Charles, vu qu'ils ne vont servir que pour des quêtes secondaires. Et majoritairement, comme dit Voka, c'est soit au même endroit ou des fois c'est pas au même endroit, mais voilà, c'est pas à des endroits où ils servent à grand chose. Si on peut comparer aux autres Assassin's Creed, c'est un peu comme les expéditions dans Black Flag. Tu sais, t'as ta flotte et t'envoies juste récupérer des trucs. C'est grosso merdo la même chose. Sauf que tu t'impliques un petit peu dedans, mais pas plus. Voilà. À la place que tu les envoies quelque part, ils t'aident sur le terrain, mais bon, si t'aides sur le terrain que pour la mission que tu leur donnes, ce qui aurait été bien, c'est de faire en sorte qu'ils puissent t'accompagner. Si au moins pouvoir t'accompagner, ils auraient pu rajouter une aptitude, un petit peu comme l'aptitude dans Odyssey, qui fait que dans Odyssey, d'ailleurs, il y a même une technique qui a été faite dans Odyssey, où dans Odyssey, tu peux littéralement avoir ton frère ou ta sœur qui t'accompagne en mission avec cette capacité. Ils auraient pu faire une capacité du genre, quand vous appuyez sur une touche, tu as 2-3 rebelles qui viennent t'aider. Ça aurait pu être justement quelque chose de très sympathique, parce que ça c'est le gros problème de Valhalla, c'est qu'on est souvent peu accompagné, et surtout qu'on peut même pas les customiser, donc ils ressemblent à rien. Si au moins les rebelles j'aurais pu les customiser, j'aurais pu faire un truc absolument génial. Et voilà. En plus, c'est une chose qui existait dans les anciens Assassin's Creed en plus. Donc, Oui, voilà. Et surtout que beaucoup de gens s'attendent à ce que ce système, ce soit une espèce de... Les gens croient que c'est une espèce de système à la Brotherhood en mieux, mais non, c'est beaucoup moins bien que sur Brotherhood. Et c'est vraiment un système que j'ai de la peine à comprendre de son utilité. Et donc, voilà, donc c'est trop court par rapport à ça. Je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que j'ai pas aimé sur le DLC. Donc on revient au dernier point, chose qu'a dit notre cher Voka, et je vais donc le dire moi-même. L'histoire du siège de Paris donc raconte l'histoire de Siegfried, un chef de guerre nordique qui veut faire plier la cité de Paris, et en fait il se retrouve opposé à Charles le Gros.
On comprend globalement que Charles le Gros a pillé des villages nordiques et que Siegfried veut se venger. Et en fait, Siegfried envoie justement sa nièce contacter Eivor du clan Corbeau pour qu'elle l'accompagne afin justement de venir régler le problème du ciel. Le souci, le premier souci de cette histoire, c'est qu'on se retrouve avec un Eivor ou une Eivor qui se retrouve tout seul dans des territoires qu'elle ne connaît pas, et elle va devoir donc tenter de sympathiser avec les personnes dans ce territoire et de tenter de trouver un moyen de régler la situation, parce que si Charles le Gros élimine Siegfried, Charles le Gros compte envahir l'Angleterre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'aspect historique est vraiment fait à 100%. Tout ce qui se passe dans le jeu, enfin, bien sûr, il n'y a pas tout, mais je dirais que c'est comme Breath of the Druid. Le 90% de ce qui se passe dans le DLC est historique. Voilà, je ne vais pas tout spoiler non plus. Mais tout ce que, si vous avez lu le siège de Paris sur Wikipédia, attendez-vous à ce que ce soit quand même vachement similaire. Ça respecte énormément l'aspect historique, et on est de nouveau sur un DLC full historique comme l'a été Breath of the Druid, sauf que Breath of the Druid a quand même voulu mettre un côté mystique et druidique pour faire vendre, ce qui fait que ça lui donnait un cachet unique. Et là c'est à peu près pareil, on a justement tout le côté folie, côté de la folie, le côté surlié qui est au christianisme, là où en fait le Breath of the Druid dénonçait le paganisme extrémisme, là clairement il dénonce le christianisme extrême. Et c'est vraiment très plaisant de voir ce qui se passe et autres. Comme vous pouvez le voir dans le trailer, on parle de laver de nos péchés, on voit quelqu'un sur un bûcher, on est vraiment parti sur l'extrême du christianisme, et ça fait vraiment plaisir et autres. Et de nouveau, ça revient sur le conflit qu'on connaît, la liberté contre l'ordre, donc le christianisme contre le paganisme pour le point de vue d'Ubisoft. Et ça fait quand même vachement plaisir. Le scénario est excellent, il y a des choix qui font mal au cœur, les musiques pendant certains choix ont quand même des très gros impacts, ça fait quand même très plaisir, et ça j'ai beaucoup aimé. J'en profite parce que j'ai oublié de dire un truc, vous n'avez pas de petite chambre, comme celle-là dans Valhalla, qui est juste ici, vous n'avez pas de petite chambre, ce qui fait justement que si vous recevez une lettre, vous êtes obligé d'arriver en Angleterre pour lire votre lettre. Comme vous pouvez le voir, là j'ai une lettre à lire. Et Ivor dit qu'il a une nouvelle lettre. Et c'est ça qui est con. C'est que justement, c'est complètement con que Ivor n'a pas une petite tente à lui, ou une petite maison, comme dans Breath of the Druid, pour qu'il ait les lèvres sur place, ou pour qu'il ait justement un endroit pour se reposer, ou pour changer sa coiffure ou ses tatouages. Parce que oui, il n'y a pas de tatoueur ou de coiffeur dans le DLC. Donc si la nouvelle coupe vous intéresse, vous êtes obligé de vous redéplacer en Angleterre juste pour changer de coupe de cheveux. C'est extrêmement peu ergonomique. Bah t'imagines le trajet juste, ah putain faut que je change de coupe de cheveux, faut que je rentre à la maison. Ouais. Ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens. Et ce qui fait que pour moi ce DLC a été très mal travaillé. Mais malgré ça, parce que maintenant j'ai terminé l'aspect histoire, on arrive à la conclusion. Donc je vais commencer. Mon avis est très simple. Assassin's Creed Valhalla, le siège de Paris, est une éternelle continuité de ce qu'était Breath of the Druid, un DLC full historique, absolument pas obligatoire, mais plus centré sur l'infiltration et sur le parcours, ainsi que sur les critiques du christianisme. Ça fera plaisir aux fans, parce que c'est vrai qu'un côté infiltration et un côté justement parcours et autres, c'est plaisant, mais au détriment de la qualité de tout le reste, au niveau des troupes franques, au niveau du contenu à faire. Je mentionnerai quand même qu'il y a des mini-boss appelés les chevaliers francs sur la map, et ces mini-boss ont quand même leur propre pattern, comme les Dreng, mais malheureusement il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc voilà. Pour moi, ce sera, vu que j'ai mis un 17 sur 20 à Breath of the Druid, pour un magnifique 18 sur 20 à Valhalla, pour moi, Breath of the Druid avait un 17 sur 20 parce que je trouve qu'il assumait pas assez son côté mythologique et que malheureusement il était trop court. Et bien vu que le siège de Paris est encore plus court et que le siège de Paris
en plus de ça, a quand même raté pas mal de points, mais a rajouté des choses intéressantes, avec l'aspect historique encore plus mis en avant de Breath of the Druid, et le côté, comment on pourrait appeler ça, et aussi le côté Black Box, où il y avait des missions d'infiltration avec plusieurs approches, qui malheureusement, à part la première, elle volait quand même pas haut, et ben je lui mets un bon 16 sur 20. Pour moi, alors franchement, un 16 sur 20 qui tend quand même sur le 15 sur 20. Alors que moi, je serais un peu plus mesuré, même si j'ai beaucoup aimé l'aspect scénario. Je pense que la mise en scène pêche un peu sur certains points, notamment le siège de Paris lui-même. Alors moi, je pensais plus sur un 14 et demi pour être plus dans la moyenne entre guillemets, parce que c'est vraiment pas un mauvais DLC, mais je pense qu'il a manqué de développement. Je pense clairement qu'il a manqué de développement. Je pense que la restructuration que s'est pris Ubisoft il y a quelques mois en arrière, lors de la fin du développement, n'a pas dû faire du bien. Ouais, je pense aussi. Je pense que. Et je pense qu'ils se rattraperont sur le prochain. Pour moi, le prochain. Ouais, je l'espère. Le prochain, tout porte à croire que ce sera Muspelheim et le voyage d'Odin dans les terres de Surtur. Hein, donc tous ceux qui connaissent la mythologie nordique, avec le fameux combat entre Surtur et Odin, j'ai vraiment hâte que ça arrive parce que ça a l'air d'être quand même vachement plaisant. Sur ce, on arrive déjà à la fin de mon avis sur le DLC Assassin's Creed Valhalla, Siège de Paris. Voka, si tu as encore quelque chose à dire, dis-le moi, sinon on va s'arrêter ici tout doucement. Je dirais qu'une chose, manger du fromage c'est bon pour la santé. Voilà. Comme un bon français. Exactement. Et je terminerai pour dire le vin chaud épicé français c'est bien, mais l'hydromel c'est mieux. Allez, à plus tout le monde.